Il faillit tout perdre un mardi soir pluvieux en Touraine, et il ne le savait même pas. L'empire qui le rendrait un jour intouchable était à quelques secondes de s'effondrer dans le néant. Et la seule personne qui se tenait entre lui et la ruine était la femme que le monde qualifierait plus tard d'ordinaire. Lucas Dubois avait 34 ans. Il était brillant, épuisé et dangereusement proche de l'échec. Sa start-up opérait depuis un petit appartement exigu dans une maison de village, des fils s'en mêlant comme des nerfs à vif sur les tommettes anciennes du salon. Des verres de café fort vides formaient un monument silencieux à des nuits sans sommeil. Les investisseurs s'étaient retirés. Les emails restèrent sans réponse. Son algorithme, celui qui, selon lui, allait changer à jamais l'analyse prédictive, gisait, inachevé, sur un ordinateur portable vacillant qui bourdonnait comme s'il implorait pitié. Il fixait l'écran bien après minuit. La mâchoire serrée, sa fierté se fissurant en lentes fractures invisibles. Dans son esprit, il répétait déjà la défaite, imaginant déjà la tranquille humiliation de devenir juste un autre homme qui avait un jour eu une grande idée. Chloé Martin avait 31 ans, et elle le regardait se défaire sans dire un mot. Elle rentrait du bistrot du village, sentant le café et les crêpes, ses chaussures humides, à cause de la gadoue de fin d'hiver. Ses doigts étaient à vif après avoir porté des assiettes pendant 12 heures d'affilée. Les clients la regardaient rarement à 2 fois. Certains laissaient quelques pièces en pourboire, d'autres rien du tout. Pour eux, elle n'était qu'un bruit de fond. Pour Lucas, elle était le réconfort. Mais même lui oubliait parfois de lui demander à quel point elle était fatiguée. Elle posait un plat de bœuf bourguignon fumant et une demi-baguette à côté de son clavier et laissait reposer sa main sur son épaule, sentant le tremblement dans ses muscles, devinant la tempête derrière son silence. Il croyait être le seul à se battre pour leur avenir. Il ne voyait pas qu'elle se battait déjà plus fort. La nuit où le dernier investisseur se retira, Lucas ne cria pas. Il s'assit simplement sur le bord de leur lit, dans l'obscurité, les épaules affaissées, les yeux vides. « C'est fini », dit-il. Et les mots tombèrent, lourds et définitifs. Il parla de dettes, de coups de serveur, d'embarras. Il parlait comme un homme s'éloignant déjà de son propre rêve. Chloé écouta sans l'interrompre, son cœur battant à tout rompre, non pas de peur, mais de décision. Elle avait hérité d'un petit gîte en Normandie de sa grand-mère, le seul bien à son nom, le seul filet de sécurité qu'elle ait jamais connu. Lucas lui avait dit un jour qu'il ne prendrait jamais son héritage, qu'il voulait réussir par ses propres mérites. Il l'avait dit avec fierté. Elle avait souri et n'avait rien dit. Cette nuit-là, alors qu'il fixait le sol, elle sut que l'orgueil le détruirait plus vite que l'échec. « Donne-moi 2 jours », lui dit-elle doucement. Il leva les yeux, confus, mais trop fatigué pour discuter. Elle n'expliqua rien. Le lendemain matin, elle monta à bord d'un TER pour la Normandie, un dossier glissé sous son bras et une résolution aiguisée comme de l'acier. Le bureau du notaire sentait le vieux papier et l'air vicié. Elle signa les documents d'une main ferme, tandis que son cœur hurlait en signe de protestation. Le gîte fut vendu avant la fin de la semaine. 200 000 € transitèrent par une société à responsabilité limitée anonyme, structurée avec une précision méticuleuse. Le nom de l'investisseur était scellé. Pas de siège au conseil d'administration, pas de crédit, juste un virement qui atterrirait sur le compte de Lucas comme un miracle qu'il croyait avoir mérité. Le vendredi soir, Lucas reçut un appel d'un numéro qu'il ne reconnaissait pas. Chloé se tenait dans la cuisine, faisant semblant de faire la vaisselle, tandis qu'elle regardait la confusion s'épanouir en incrédulité. L'incrédulité en une joie folle et enfantine. « Quelqu'un a cru en moi », dit-il en l'attrapant et en la soulevant du sol. « Un vrai investisseur. 200 000 €. Ils ont qualifié mon travail de visionnaire. » Il tremblait, riait, vivant à nouveau. Elle enroula ses bras autour de son cou et murmura qu'elle avait toujours su qu'il était brillant. Il ne demanda jamais qui était l'investisseur. Il ne se demanda jamais pourquoi la voix au téléphone avait semblé si soigneusement neutre, presque répétée. Il était trop occupé à se voir s'élever. Ce fut le premier tour du destin. Le monde qualifierait un jour
Lucas Dubois d'autodidacte. Les magazines loueraient sa ténacité, les analystes décortiqueraient sa stratégie. Mais les fondations de Dubois Dynamics furent construites sur un gîte en Normandie qui n'appartenait plus à Chloé, sur des papiers signés en silence, sur un sacrifice enfoui si profondément qu'il en devint invisible. Dans le petit appartement à la peinture écaillée et aux fils bourdonnants, elle n'était qu'une serveuse aux yeux fatigués et aux rêves simples. En vérité, elle était la première et la plus puissante investisseuse d'un empire qui n'était pas encore né. Et tandis que Lucas codait toute la nuit, croyant qu'il grimpait seul, c'était Chloé qui avait tranquillement soulevé l'échelle sous lui, façonnant déjà un avenir qu'aucun d'eux ne comprenait entièrement. Le succès n'arriva pas discrètement. Il déferla dans leur vie avec des flashs d'appareils photo et des téléphones qui sonnaient, et il entama la lente transformation que Lucas ne vit jamais venir. 4 ans après cette semaine désespérée en Touraine, Dubois Dynamics occupait 3 étages de verre dans une ville prospère d'Occitanie. Son logo gravé dans l'acier, sa valorisation murmurée avec révérence dans les salles de conseil. Lucas Dubois, autrefois un homme codant dans la pénombre, montait désormais sur des scènes sous les feux des projecteurs. Sa voix était amplifiée, sa confiance aiguisée par les applaudissements. Il bougeait différemment, parlait différemment, se tenait comme si la gravité s'était déplacée en sa faveur. Le monde le qualifiait de visionnaire, et il commença à croire que ce mot n'appartenait qu'à lui. Chloé se déplaçait dans cette nouvelle vie comme une ombre silencieuse, à la lisière de la brillance. À 35 ans, elle était lumineuse sans effort, sa beauté intacte, non retouchée par des stylistes ou une perfection étudiée. Ses robes, en lin simple et en coton doux, même au milieu de la soie et des diamants. Lors des galas d'entreprise, elle posait légèrement la main sur le bras de Lucas, écoutant les investisseurs discuter de projections se chiffrant en centaines de millions, souriant poliment comme si elle ne faisait que l'accompagner au lieu de se tenir à l'origine de son ascension. Certaines épouses portèrent des robes de créateurs qui coûtaient plus cher que le loyer de l'ancien appartement de Chloé. Elle portait la même élégance discrète qu'elle avait toujours choisie. Il prenait sa simplicité pour de la petitesse. Elle les laissait faire. La salle du conseil d'administration fut le lieu où le changement commença vraiment. Jean Moreau, aux cheveux d'argent et aux gestes précis, tapotait ses doigts polis contre les tables en acajou, tandis que Valérie Leclerc faisait défiler des présentations intitulées « Alignement de la marque » et « Optique exécutive ». Ils parlèrent dans un langage prudent, jamais directement insultant, mais chaque phrase taillée à la place de Chloé aux côtés de Lucas. « Les investisseurs préfèrent une image cohérente », disait Valérie doucement, son sourire crispé. Le conjoint d'un directeur général fait partie du récit. Elle s'interrompait juste assez longtemps pour que le sens s'installe comme de la poussière. Lucas écoutait, les bras croisés, la fierté se mêlant au doute. La pièce était lourde d'attentes déguisées en stratégie. Cela commença subtilement. Une invitation qui incluait Lucas mais pas Chloé, parce que les places étaient limitées. Une couverture de magazine qui demandait un portrait solo pour une set image de marque plus nette. Une conférence technologique à Cannes où les plus sains étaient découragés pour des raisons d'efficacité. Chaque fois, Lucas se disait que c'était temporaire, juste jusqu'à l'introduction en bourse, juste jusqu'à ce que la stabilité se solidifie. Chloé remarqua le schéma bien avant lui. Elle recevait des nouvelles de seconde main, entendait parler des événements après qu'ils aient eu lieu, regardait son calendrier se remplir de salles où elle n'était plus censée entrer. Quand elle posait la question gentiment, il soupirait, déjà fatigué, déjà sur la défensive, et lui rappelait que c'était pour leur avenir. La ville d'Occitanie scintillait autour d'eux, une cité d'ambition. Leurs luxueux appartements donnaient sur la ville, ses baies vitrées s'étendant du sol au plafond comme des témoins silencieux. L'appartement sentait la pierre polie et les bougies coûteuses plutôt que le café et le code. Chloé se tenait parfois devant la vitre au crépuscule, se demandant quand le succès avait commencé à ressembler à de la distance. Lucas rentrait de plus en plus tard, la voix sèche, son téléphone jamais loin de sa main. Il parlait de fusions et de métriques, d'expansion en Asie, de pourcentage de croissance grimpant régulièrement. Il ne parlait presque plus de peur.
Il avait appris à l'enfouir sous les réussites. Pourtant, dans les moments de calme, quand il pensait qu'elle ne regardait pas, quelque chose d'instable vacillait derrière ses yeux. Il sentait les murmures du conseil, les calculs subtils d'hommes qui valorisaient l'optique plus que les origines. Il entendait les comparaisons entre lui et d'autres fondateurs dont les conjoints cultivaient l'influence aussi soigneusement que des portefeuilles. Au lieu de rejeter la pression, il l'absorba. Au lieu de défendre Chloé avec acharnement, il commença à défendre l'entreprise d'abord. Le changement ne fut pas dramatique, il fut progressif, presque raisonnable. C'est ce qui le rendait dangereux. Lors d'événements caritatifs, Chloé surprenait des murmures qui ne lui étaient pas destinés. « Elle est charmante », disait quelqu'un, mais pas tout à fait l'image. Un autre commentait que l'authenticité était admirable, mais peut-être pas aspirationnelle. Chloé souriait, offrait de la chaleur et continuait à parler avec la même confiance ancrée qui avait un jour maintenu Lucas debout quand il s'effondrait. Aucun d'eux ne savait qu'elle comprenait chaque terme financier qu'ils utilisaient. Aucun d'eux ne savait qu'elle avait un jour structuré une société à responsabilité limitée, plus intelligemment que n'importe quel consultant dans la salle. Il voyait une ancienne serveuse qui avait fait un beau mariage. Il ne voyait pas l'architecte sous le calme. Lucas, cependant, commença à la voir différemment sous la dure lumière des attentes, pas plus petite, mais gênante. Il ne le dit jamais ouvertement, pas encore. La pensée planait, inexprimée. Sa simplicité limitait-elle son ascension ? C'était une trahison, non pas de l'amour mais de la mémoire. La même femme qui avait vendu son héritage pour sauver son rêve se tenait maintenant à ses côtés, alors que d'autres remettaient en question sa valeur. Et dans ce monde poli de verre et d'acier, où la perception était une monnaie et l'image un pouvoir, Lucas Dubois oublia lentement que la force la plus puissante de sa vie n'avait jamais eu besoin d'un projecteur pour tout changer. La nuit, où il dit à sa femme enceinte qu'il était fatigué d'elle, les lumières de la ville scintillaient comme des applaudissements pour un homme qui avait déjà commencé à tout perdre. Chloé se tenait seule dans la chambre de bébé de leur appartement, enceinte de 8 mois. Sa paume reposait contre la courbe de son ventre, tandis que le tonnerre grondait au-delà des murs de verre. Le berceau restait à moitié assemblé dans le coin, 3 côtés stables, le 4e penché, inachevé, comme une promesse abandonnée en cours de route. Lucas avait dit qu'il le finirait le week-end dernier, et celui d'avant encore. Chloé se déplaçait lentement, les chevilles enflées, le souffle court mais contrôlé, pliant de minuscules bodys en coton qu'elle avait commandés elle-même, parce que l'assistante de Lucas oubliait sans cesse de programmer les achats pour le bébé entre les appels d'investisseurs et les apparitions médiatiques. Chaque petit vêtement ressemblait à un acte de foi silencieux. Le bébé bougea sous sa main, fort et insistant, comme s'il exigeait déjà une présence plus grande que le silence qui remplissait la pièce. Elle murmura doucement que tout irait bien, sans plus savoir si elle rassurait l'enfant ou elle-même. À l'autre bout du pays, à Paris, Lucas était assis dans un salon privé avant un dîner stratégique pré-introduction en bourse, entouré d'hommes qui portèrent l'ambition comme une armure sur mesure. Les verres en cristal s'entrechoquaient et des rires étouffés portèrent le tranchant de l'arrogance. Jean Moreau se pencha, la voix douce et délibérée, parlant de perception, de discipline et de la façon dont le marché répondait à la cohésion. Valérie Leclerc ajouta que les investisseurs posèrent des questions subtiles sur la stabilité domestique, sur la concentration. Ils n'utilisèrent jamais le nom de Chloé, pourtant. Chaque phrase tournait autour de son existence comme une accusation silencieuse. Le téléphone de Lucas vibra, face contre la table, la photo de contact de Chloé brillant sur l'écran sombre. Elle avait envoyé 3 messages et une photo de la chambre de bébé, demandant s'il pouvait sentir le bébé donner des coups par appel vidéo. Il fixa l'appareil plus longtemps que nécessaire, conscient des regards qui l'observaient. Répondre serait admettre qu'on avait besoin de lui ailleurs. L'ignorer serait plus facile. Il retourna le téléphone et le laissa vibrer jusqu'au silence, se convainquant qu'un appel manqué ne définissait pas un mariage. La conversation reprit et la pression s'intensifia.
Jean parla franchement cette fois, sans plus masquer ses intentions. Il y a des moments, dit-il, où les leaders doivent faire des ajustements personnels difficiles pour le bien commun. Une séparation temporaire pourrait signaler un engagement sans faille envers l'entreprise. Les mots restèrent en suspens dans l'air. Lucas sentit quelque chose se serrer en lui. Pas l'amour, pas la colère, mais la peur de perdre le contrôle du récit qu'il avait construit. Il se dit que le succès exigeait des sacrifices. Il ne se demanda pas qui était censé saigner. Quand il sortit enfin pour l'appeler, la pluie striait les toits de Paris. Chloé répondit à la première sonnerie, sa voix illuminée de soulagement. « Lucas, j'espérais que tu pourrais voir la chambre ce soir. Le bébé a tellement bougé. » Il y avait une douceur dans son ton qui l'aurait autrefois instantanément ancré. Maintenant, elle le déstabilisait. Il inspira brusquement comme pour se préparer à un impact et parla avant que le courage ne lui manque. « Je suis fatiguée, Chloé. Je ne peux plus continuer comme ça. Je ne peux plus me sentir tirée loin de tout ce qui est important. » Les mots frappèrent comme du verre, se brisant au ralenti. Chloé n'interrompit pas. Elle l'écouta continuer, la voix s'aplatissant, affirmant qu'il avait besoin d'espace, que les attentes constantes à la maison semblaient suffocantes, qu'il ne pouvait pas équilibrer les exigences émotionnelles avec la responsabilité de l'entreprise. Il entendit ses propres phrases ne se former et se reconnut à peine. Pourtant, il ne s'arrêta pas. À l'autre bout du fil, le tonnerre gronda à travers la fenêtre ouverte de la chambre de bébé, résonnant entre eux comme un jugement. Quand il eut fini, le silence s'étira si longtemps qu'il crut que l'appel avait été coupé. Finalement, elle parla, sa voix calme mais ferme. « Merci de m'avoir dit la vérité. » Il n'y avait pas de colère, pas de supplication, seulement quelque chose de plus froid et de plus définitif. Elle mit fin à l'appel doucement, comme si elle replaçait un objet fragile sur une étagère. Lucas resta debout sous la pluie, respirant fort, se convainquant qu'il avait repris le contrôle de sa vie. À l'intérieur de l'appartement, Chloé se laissa tomber avec précaution sur le sol à côté du berceau inachevé, une main sur son ventre, l'autre s'appuyant contre le bois poli. Elle ne pleura pas tout de suite. Elle fixa le seuil vide de la porte, comprenant avec une clarté dévastatrice que l'homme que le monde admirait n'était pas l'homme qui se tenait à ses côtés cette nuit. À ce moment, le pouvoir bascula, invisiblement. Lucas croyait avoir choisi l'ambition plutôt que la distraction. Chloé réalisa qu'elle venait d'être libérée de la nécessité de mendier sa présence. Le bébé donna un autre coup, fort et vivant, et elle murmura à sa fille que certains départs ne sont pas des fins, mais des révélations. Dehors, la tempête s'intensifia, le vent pressant contre le verre, les éclairs zébrant le ciel. À l'intérieur, une femme autrefois jugée trop simple commença à prendre la décision silencieuse et irréversible qui mettrait un jour un milliardaire à genoux. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle parte cette nuit-là, et c'est précisément pour cela qu'elle le fit. Lucas rentra chez lui à 23 heures, l'horizon de la ville brillant derrière lui comme une couronne qu'il croyait avoir méritée, son expression encore durcie par une autre réunion de conseil d'administration éprouvante. Les mots de Jean Moreau résonnaient dans sa tête à propos de l'optique, de la discipline et du sacrifice du leadership, et au lieu d'affronter la pression, il la ramena à la maison comme une arme. L'appartement était silencieux, à l'exception du léger bourdonnement du réfrigérateur et du doux craquement du bois, provenant de la chambre de bébé au bout du couloir. Chloé était assise par terre, à côté du berceau à moitié fini, le dos droit malgré le poids qu'elle portait, une main posée sur la courbe de son ventre, comme pour se stabiliser elle-même et la vie à l'intérieur. La chambre sentait légèrement la peinture fraîche et la lessive à la lavande, un petit îlot d'innocence dans une maison qui n'était plus un refuge. Quand Lucas apparut sur le seuil, quelque chose dans ses yeux était déjà lointain, déjà résolu. Il ne le remarqua pas. Il ne vit que le berceau inachevé, les outils éparpillés, et l'interpréta comme une autre accusation silencieuse de son absence. « Pourquoi fais-tu ça toi-même » demanda-t-il sèchement, sa voix teintée d'un épuisement qu'il n'avait jamais appris à séparer de la colère. « Nous avons du personnel. Nous pourrions engager quelqu'un »
Chloé leva lentement les yeux, son expression calme d'une manière qui le déstabilisa. « Je voulais que nous le fassions ensemble, dit-elle simplement. Le mot « ensemble » flotta entre eux, fragile et presque étranger. Lucas expira brutalement, passant une main dans ses cheveux, comme pour chasser une irritation persistante. « Tu ne comprends pas la pression que je subis, » dit-il, arpentant la pièce comme un homme préparant sa défense. « Chaque décision que je prends est scrutée, chaque apparition compte. Et tu continues de me ramener à des choses qui semblent petites par rapport à ce que je suis en train de construire. » La phrase frappa plus fort qu'il ne l'avait prévu. Petite. La femme qui avait vendu son héritage sans lui dire se tenait devant lui, et il la décrivait comme étant petite. Chloé ne broncha pas, mais quelque chose en elle se figea de façon permanente. « Donc, je suis petite, » répéta-t-elle doucement, non pas comme une question, mais comme une reconnaissance. Lucas hésita, puis insista, poussé plus par l'orgueil que par la vérité. « Je suis fatiguée, Chloé, fatiguée de me sentir coupable tout le temps, fatiguée d'avoir l'impression d'échouer à la maison pendant que j'essaie de gagner à l'extérieur. » Sa voix se brisa légèrement, bien qu'il insisterait plus tard sur le contraire. La pièce sembla soudainement exiguë, l'oxygène se raréfiant sous le poids de mots qu'aucun d'eux ne pourrait reprendre. Chloé se leva avec précaution, s'agrippant au bord du berceau pour garder l'équilibre. Elle passa devant lui sans se presser et entra dans leur chambre, ses pas délibérés. Lucas la suivit, la confusion vacillant maintenant que la colère s'était consumée. Elle ouvrit l'armoire et sortit une petite valise, la même qu'ils avaient utilisée des années plus tôt lorsqu'ils avaient traversé la France pour tout recommencer. Il la regarda, incrédule, tandis qu'elle pliait des robes simples, des vêtements de maternité et une paire de baskets usées dans la valise avec une précision méthodique. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il, bien qu'il pressentît déjà la réponse. « Tu as dit ce que tu avais besoin de dire » répondit-elle doucement. « Maintenant, je fais ce que j'ai besoin de faire. » Elle se dirigea vers la commode et retira son alliance de son doigt, la posant délicatement sur le bois poli, comme si elle déposait quelque chose de sacré. Lucas sentit une soudaine vague de froid traverser sa poitrine, mais l'orgueil le retint silencieux. Il se dit qu'elle réagissait de manière excessive. Il se dit qu'elle se calmerait d'ici le matin. Avant de partir, Chloé retourna une dernière fois dans la chambre de bébé. Elle ajusta la barrière du berceau, serra une dernière vis d'une main ferme et s'assura qu'il était sécurisé. Puis elle sortit un petit coffre en bois de l'armoire et le plaça au centre de la pièce. Lucas ne posa pas de questions à ce sujet. Il se retira plutôt dans son bureau, se servant un verre qu'il ne voulait pas, se convainquant que c'était temporaire. Il entendit le léger déclic de la porte d'entrée se refermant, mais il ne bougea pas. Quand il se réveilla le lendemain matin, le silence était anormal. Le lit à côté de lui était parfaitement fait. Son placard était vide, à l'exception de cintres oscillants qui craquaient faiblement dans l'air conditionné. La panique remplaça l'irritation avec une vitesse surprenante. Il appela son téléphone. Il tomba directement sur la messagerie vocale. Il fouilla l'appartement comme si elle pouvait se cacher derrière une porte. Seule la chambre de bébé restait inchangée, à l'exception du coffre en bois qui attendait au centre de la pièce, son nom écrit soigneusement sur le dessus. Lucas le fixa depuis le seuil, la colère montant à nouveau comme un bouclier contre la peur. Il se dit qu'il ne l'ouvrirait pas. Il se dit qu'elle faisait du cinéma. Mais alors que la lumière du matin filtrait à travers le berceau vide et l'alliance intacte sur la commode, quelque chose dans l'appartement semblait définitivement altéré. Pour la première fois depuis que Dubois Dynamics avait commencé son ascension fulgurante, Lucas Dubois se tenait dans une pièce qu'il possédait entièrement et réalisait qu'il n'avait aucun contrôle. 2 mois après la disparition de Chloé, Lucas Dubois se tenait sur le balcon de son appartement et réalisa que le succès n'avait jamais sonné aussi creux. La ville en contrebas bourdonnait de circulation et de célébration, alors que Dubois Dynamics franchissait officiellement un nouveau jalon de valorisation. Les analystes louaient son génie stratégique sur les réseaux financiers. Les interviews remplissaient son calendrier. Les investisseurs le félicitaient
pour sa discipline et sa concentration. Et pourtant, la porte de la chambre de bébé au bout du couloir restait fermée comme une accusation silencieuse. Il l'évita pendant des semaines, se disant qu'il avait besoin de temps, se disant qu'elle finirait par appeler. Elle n'appela pas. Au lieu de cela, une enveloppe Kraft arriva à son bureau un matin gris, remise par son chef de la sécurité avec une hésitation inhabituelle. À l'intérieur se trouvait une copie d'un acte de naissance d'un petit hôpital d'une ville côtière de Bretagne, daté de 3 semaines plus tôt, à 3h47 du matin. Le document était simple, clinique, dévastateur. Mère, Chloé Martin. Enfant, sexe féminin. Père, non déclaré. Lucas lut la ligne vide 3 fois avant de comprendre que l'omission n'était pas une erreur. C'était une décision. Sa fille était entrée dans le monde sans lui. Il imagina Chloé dans un lit d'hôpital, agrippant les draps seule. Il imagina le son du cri d'un nouveau-né remplissant une pièce où son nom n'était jamais prononcé. La pensée le frappa plus durement que n'importe quel défi de conseil d'administration auquel il avait été confronté. Il avait manqué le premier souffle, le premier cri, le premier moment fragile de la vie qu'il avait aidé à créer. Les médias ce matin-là louaient son engagement acharné pour la croissance. Il fixa le certificat et ne vit que l'absence. La panique remplaça l'orgueil avec une vitesse brutale. Lucas mobilisa des ressources comme il le faisait toujours face à un problème. Il chargea son équipe de sécurité de la localiser discrètement, ordonna à des avocats de tracer son activité financière, contacta des enquêteurs privés habitués à traquer des concurrents, pas des épouses. En quelques jours, il apprit qu'elle avait fermé les comptes joints, n'avait rien transféré de substantiel et n'avait laissé aucune adresse de suivi. Elle s'était volatilisée avec une précision méthodique, comme si elle avait étudié le fonctionnement du pouvoir et choisi de se déplacer au-delà. Toute communication passait par un unique avocat en Bretagne, une femme dont la voix était professionnelle et inflexible. Madame Martin est en sécurité et ne souhaite pas être contactée directement, déclara-t-elle calmement au haut-parleur. Elle a refusé tout soutien financier et vous demande de respecter sa vie privée. Lucas faillit rire de l'absurdité. Refuser tout soutien, comme s'il était le bienfaiteur et elle la dépendante. L'avocate continua sans émotion, expliquant que toute tentative de localiser Chloé physiquement s'entraînerait des poursuites judiciaires. La conversation se termina par un clic qui sonna comme définitif. L'introduction en bourse de Dubois Dynamics fut lancée 2 semaines plus tard et pulvérisa les attentes. Les actions s'envolèrent, les gros titres célébrèrent sa vision et sa valeur nette se multiplia du jour au lendemain. Les photographes l'immortalisèrent, sonnant la cloche d'ouverture à la bourse. Son sourire était confiant, sa posture impérieuse. Les investisseurs le décrivirent comme inarrêtable. Pourtant, quand il retourna à l'appartement ce soir-là, les applaudissements résonnèrent faiblement contre les sols en marbre et les murs de verre qui n'avaient plus le goût du triomphe. Il passa de nouveau devant la chambre de bébé et s'arrêta, la main planant près du cadre de la porte. Mais il n'ouvrit toujours pas le coffre en bois qui attendait à l'intérieur. Puis, l'effondrement commença, discrètement. Un lanceur d'alerte fit surface au sein de l'entreprise, exposant des stratégies comptables agressives que Lucas avait approuvées lors de la dernière ligne droite avant l'introduction en bourse. Les régulateurs ouvrirent des enquêtes. Le ton des présentateurs de journaux passa de l'admiration à la suspicion. Les membres du conseil, qui louaient autrefois sa détermination, remettaient maintenant en question son jugement à huis clos. Jean Moreau, toujours aussi posé, suggéra que les transitions de direction protégeaient parfois la valeur pour les actionnaires. Lucas reconnut immédiatement le langage. Il avait un jour utilisé une formulation similaire pour se distancier de Chloé. En quelques semaines, il démissionna de son poste de directeur général, citant officiellement un réalignement stratégique. Les caméras le filmèrent quittant le siège, l'expression contrôlée, mais quelque chose en lui s'était déjà fracturé. Il rentra chez lui dans un appartement qui semblait trop grand, trop poli, trop vide. La richesse restait intacte, mais l'autorité lui avait glissé entre les doigts comme du sable. Il entra finalement dans la chambre de bébé cette nuit-là et se tint devant le coffre en bois, une fine couche de poussière s'accumulant le long de ses bords sculptés.
Lucas s'agenouilla lentement, ses doigts traçant le couvercle où son nom était écrit de l'écriture familière de Chloé. Pour la première fois depuis son départ, il s'autorisa à envisager une possibilité plus effrayante que le scandale ou la perte financière. Il n'avait pas simplement perdu son poste. Il avait perdu les 2 seules personnes qui avaient jamais cru en lui avant le monde entier. Et quelque part, dans une paisible ville côtière, une femme que le conseil avait un jour jugée petite élevait une fille sans son nom, prouvant que le pouvoir ne résidait pas toujours dans des tours de verre ou des bourses. Parfois, il résidait dans le silence, et il commençait tout juste à en comprendre le coût. Le coffre en bois ne grinça pas quand Lucas l'ouvrit enfin. Il respira. La poussière s'éleva dans l'air, comme si le passé lui-même avait attendu de l'oxygène. Et à l'intérieur se trouvait une vie qu'il n'avait jamais vraiment vue. Tout était arrangé avec une précision silencieuse. Chaque paquet était noué avec un ruban pâle. Chaque enveloppe était étiquetée de l'écriture soignée de Chloé. Il n'y avait pas d'accusation, pas de déclaration dramatique, seulement des preuves. Le genre de preuves qui ne crie pas mais qui dévaste. La première pile contenait des lettres adressées simplement à notre fille. Les mains de Lucas tremblaient alors qu'il dépliait la plus ancienne, datée de 14 semaines de grossesse. Chloé y racontait la nuit où leur enfant avait bougé pour la première fois pendant un orage, décrivant comment Lucas l'avait autrefois serré dans ses bras sous la pluie en Touraine, quand il n'avait rien d'autre que la foi. Elle disait au bébé que son père était brillant, qu'il avait un jour codé pendant 72 heures pour aider un propriétaire de petite entreprise en difficulté sans lui facturer un centime. Elle préservait la meilleure version de lui à l'encre, alors même qu'il l'abandonnait dans la vie réelle. Sous les lettres se trouvaient des échographies, chacune délicatement légendée au dos. « Papa, c'est ta fille à 20 semaines. Elle a ton nez. Papa, elle a donné des coups de pied quand j'ai mis de la musique ce soir. » Lucas pressa les images contre sa poitrine, le contour granuleux en noir et blanc, soudain plus précieux que n'importe quel certificat d'action qu'il ait jamais signé. Il réalisa avec une clarté vive et humiliante que Chloé n'avait jamais essayé de l'effacer de l'histoire de leur enfant. Elle l'avait protégé de devenir un méchant dans cette histoire. Puis vint le dossier qui lui coupa entièrement le souffle. À l'intérieur se trouvaient des documents juridiques datant d'années, tamponnés et certifiés par notaire. La société à responsabilité limitée anonyme, qui avait investi 200 000 € dans Dubois Dynamics, portait une seule signature de contrôle, Chloé Martin. En pièce jointe se trouvait la preuve de la vente de la maison de sa grand-mère en Normandie, datée de 2 jours avant son appel téléphonique miraculeux. La chronologie était sans équivoque. L'investisseur qui l'avait sauvée n'était pas un étranger. C'était la femme qu'il avait plus tard qualifiée de « petite ». Lucas s'effondra sur le sol de la chambre de bébé, le bois poli-froid sous ses genoux. L'empire célébré comme une réussite personnelle avait été construit sur un sacrifice qu'il n'avait jamais reconnu. Il se souvint de la nuit où il l'avait soulevé dans leur cuisine, riant de la façon dont quelqu'un avait enfin cru en lui. Elle avait cru en premier. Elle avait cru le plus fort. Et elle n'avait jamais demandé de reconnaissance, même pas quand il était applaudi sur des scènes dont elle s'était discrètement éloignée. Au fond du coffre reposait une dernière enveloppe, plus épaisse que les autres, adressée d'une écriture ferme. « Au père que tu pourrais encore devenir. » Lucas l'ouvrit lentement, se préparant à une condamnation. Au lieu de cela, il trouva des conditions. Chloé écrivait qu'il pourrait rencontrer sa fille, mais pas en tant que milliardaire, pas en tant que directeur général déchu, pas en tant qu'homme exigeant le pardon. Pendant une année entière, il devrait se présenter discrètement, sans révéler son identité, sans influence financière. Il assisterait depuis la périphérie, enverrait des lettres par l'intermédiaire de son avocate et prouverait que la présence comptait plus que l'orgueil. S'il accomplissait l'année fidèlement, la vérité serait dite à leur fille, et on lui permettrait de décider elle-même si elle le voulait dans sa vie. Le choix lui appartiendrait, pas à lui, ni à Chloé. Le pouvoir reposait entre les mains d'un enfant qu'il n'avait pas encore tenu. Lucas resta assis là pendant un long moment, la lettre tremblant dans ses mains, comprenant que ce n'était pas une vengeance. C'était une rédemption,
structuré avec plus d'intelligence que n'importe quelle stratégie d'entreprise qu'il ait jamais approuvée. Pour la première fois depuis le début des applaudissements des années auparavant, Lucas Dubois se sentit petit. Et pour la première fois, il soupçonna que la petitesse pourrait être le seul point de départ honnête pour recommencer. La première fois que Lucas vit sa fille, elle avait 4 mois et riait de quelque chose que seuls les bébés comprennent. Le petit centre social d'une tranquille ville côtière de Bretagne sentait légèrement l'air salin et le parquet chauffé par le soleil de l'après-midi. Lucas était assis à l'extérieur, derrière la baie vitrée, exactement là où la lettre lui avait demandé de s'asseoir, anonyme parmi une poignée de parents et de passants. À l'intérieur de la salle, des enfants se déplaçaient en cercle maladroit pendant un cours de musique, tandis qu'une femme aux gentils cheveux gris tenait l'enfant de Chloé près de son épaule. Cette femme était la tante de Chloé, la gardienne choisie pour protéger une vie que Lucas avait failli détruire avant même qu'elle ne commence. Manon Martin avait des boucles sombres et des yeux qui fouillaient la pièce avec une curiosité intrépide. Quand la musique joua, elle frappa dans ses petites mains, avec une joie sauvage, son rire s'élevant comme quelque chose de lumineux et d'inarrêtable. Lucas sentit le son le traverser à la fois comme une guérison et une punition. Il voulait courir à l'intérieur, la soulever haut dans les airs, lui murmurer des excuses qu'elle ne pouvait pas encore comprendre. Au lieu de cela, il resta sur le banc à l'extérieur, les mains jointes, exactement comme Chloé l'exigeait. Présence sans revendication, amour sans possession. L'année se déroula lentement, marquée par des rituels silencieux plutôt que par des gros titres. Chaque mois, Lucas écrivait une lettre à sa fille et la remettait par l'intermédiaire de l'avocate qui gérait l'arrangement. Il décrivait des choses simples. Le bruit du vent de l'océan contre les quais, la couleur des couchers de soleil sur l'Atlantique, les leçons qu'il apprenait sur la patience et l'humilité. Parfois, il regardait Manon jouer dans le parc, titubant sur l'herbe sur des jambes incertaines, tandis que d'autres parents acclamaient ses premiers pas. Parfois, elle regardait vers le banc où il était assis, curieuse de cet homme silencieux qui apparaissait encore et encore, mais ne s'approchait jamais. Pour son premier anniversaire, la célébration eut lieu sous un grand chêne dans un parc public surplombant la mer. Des enfants écrasaient du gâteau entre leurs petits doigts, tandis que les parents riaient et nettoyaient le glaçage sur les joues. Lucas était assis à 3 bancs de là, tenant un petit cadeau emballé qu'il ne donnerait jamais personnellement. Chloé n'était pas là, mais sa présence vivait dans chaque limite prudente qui l'honorait. Manon se tourna pendant le chaos, ses yeux vifs balayant la foule jusqu'à ce qu'ils se posent brièvement sur lui. Elle pencha la tête, l'étudiant avec la curiosité calme que seuls les enfants possèdent. Cela dura 3 secondes. Pas de reconnaissance, pas d'accusation, seulement une conscience silencieuse qu'il existait. Puis elle se retourna pour poursuivre des bulles de savon qui flottèrent dans l'herbe, son rire s'élevant dans le vent. Lucas sentit des larmes couler sur son visage et ne les essuya pas. La rédemption n'était pas arrivée sous forme d'applaudissements ou de pardon. Elle était arrivée dans ce regard fugace, dans la fragile possibilité qu'un jour sa fille puisse demander qui était cet homme silencieux sur le banc. Et quand ce jour viendrait, Lucas Dubois avait l'intention d'avoir la seule réponse qui comptait. Il s'était présenté,